Une petite mendiante entre dans une luxueuse bijouterie, tenant un collier dans ses mains. Elle est anxieuse et très effrayée. Elle s'approche du comptoir et demande à l'homme de l'autre côté, qui est le propriétaire de la bijouterie. « Monsieur, achèteriez-vous mon collier ? J'ai besoin d'argent, s'il vous plaît » supplie la petite fille au millionnaire respecté de la ville. Il ignore la fillette et lui dit de quitter le magasin. Mais lorsqu'elle ouvre le médaillon du collier, le millionnaire aperçoit une vieille photo. En réalisant qu'il se trouvait sur le cliché, il s'évanouit sur le champ. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le tic-tac rythmé d'une pièce d'horlogerie suisse de précision résonnait dans l'opulente bijouterie, chaque battement un coup de marteau contre la poitrine d'Armando Sterling. À 59 ans, ses mains, calleuses à force de manipuler des métaux précieux, tremblaient imperceptiblement tandis qu'il ajustait un collier de diamants dans la vitrine principale. Son reflet déformé dans la vitre montrait un homme aux épaules voûtées, aux cheveux gris peignés avec soin et aux yeux qui portaient la lassitude d'une décennie de solitude. La bijouterie Sterling et Fils, un nom qui avait depuis longtemps perdu son véritable sens, scintillait sous les lumières halogènes. Des lustres en verre de Murano pendaient du plafond vertigineux, projetant des arcs-en-ciel qui dansaient sur les murs revêtus de marbre de Carrare. C'était un temple du luxe, mais pour Armando, c'était devenu une cage dorée où chaque pièce exposée murmurait les souvenirs douloureux d'Hélène, son épouse bien-aimée, décédée 10 longues années auparavant. Madame Irène, sa fidèle employée aux cheveux d'argent et au sourire maternel, rangeait discrètement des alliances, jetant des regards inquiets vers son patron. Elle avait connu Hélène jeune et pleine de vie, avait été témoin de l'amour profond qui liait le couple et regardait maintenant avec tristesse Armando se laisser consumer par la mélancolie, se transformant en une version sombre de l'homme qu'il avait été. Le carillon au-dessus de la porte tinta doucement, annonçant l'entrée d'une silhouette qui contrastait vivement avec le décor opulent. Une petite fille, peut-être âgée de 6 ans, vêtue d'une robe en coton délavé et les pieds nus couverts de la poussière de la rue, hésita à l'entrée. Ses grands yeux bruns, semblables à des pièces de monnaie anciennes et polies, balayaient nerveusement les vitrines étincelantes avant de se poser sur Armando. Marina, bien qu'il ne connût pas encore son nom, serrait contre sa poitrine un petit objet d'apparence sans valeur. Ses mains minuscules tremblaient, non seulement à cause du froid qui s'infiltrait par la porte entr'ouverte, mais aussi à cause du désespoir qui l'avait amené là. Le contraste était saisissant, l'enfant frêle et effrayé au milieu de la splendeur des pierres précieuses qui coûtaient plus cher qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer dans sa courte existence. « Monsieur » sa voix n'était qu'un murmure étranglé, « achèteriez-vous mon collier ? J'ai besoin de beaucoup d'argent. » Armando leva lentement les yeux, l'irritation se lisant sur son visage austère. « Encore une qui fait la manche » pensa-t-il amèrement. La ville grouillait d'enfants exploités par des adultes sans scrupules pour apitoyer les gens. Ses doigts tambourinèrent avec impatience sur le comptoir en acajou tandis qu'il observait la petite silhouette qui osait interrompre sa routine méticuleusement ordonnée. « Madame Irène » appela-t-il sèchement, sans quitter la fillette des yeux, « veuillez raccompagner l'enfant à la porte. » L'employé s'approcha, tendant doucement une main vers Marina. « Viens, ma chérie, sortons. » Mais il y avait quelque chose dans le désespoir authentique des yeux de l'enfant qui la fit hésiter. Un sixième sens maternel l'avertit que ce n'était pas une situation ordinaire. Marina recula, serrant plus fort l'objet contre sa poitrine. « S'il vous plaît, monsieur, ma maman est très malade. Le docteur a dit qu'elle a besoin de médicaments chers, sinon… » Sa voix se brisa, des larmes montant et coulant sur ses joues sales. C'est alors que cela se produisit. Dans un geste de pur désespoir, la petite fille ouvrit ce qu'elle tenait dans ses mains, un vieux médaillon en or, simple mais bien conservé. À l'intérieur, une petite photographie jaunie par le temps. Armando jeta un regard distrait, s'attendant à voir l'image d'un parent inconnu qui justifierait son refus poli mais ferme. Le monde s'arrêta. Son souffle se coupa dans sa gorge, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de la bijouterie. Le sang se retira de son visage, le laissant aussi pâle que les murs de marbre. Là, souriant éternellement sur cette photo délavée, se trouvait Hélène, son Hélène. Jeune, radieuse, exactement comme elle était lorsqu'ils s'étaient rencontrés 40 ans plus tôt, portant la même robe à fleurs de leur premier rendez-vous. Les jambes d'Armando se dérobèrent. Le sol en marbre se précipita vers lui de façon vertigineuse tandis que tout s'assombrissait autour. La dernière image qu'il vit avant de s'évanouir fut le visage effrayé de Marina, ses grands yeux reflétant la même confusion qui dominait maintenant son cœur brisé. La faible odeur d'alcool à friction et d'antiseptique filtra lentement dans la conscience d'Armando, se mêlant au familier parfum de lavande de Madame Irène.
Ses yeux s'ouvrirent lentement, se concentrant d'abord sur le plafond orné de la bijouterie, puis sur le visage inquiet de son employé, penché sur lui avec un flacon de sel à la main. « Monsieur Sterling, Dieu merci. Vous nous avez fait une peur terrible, » murmura Madame Irène en l'aidant à s'asseoir sur le sol frais. « Restez tranquille, ne vous levez pas encore. » Le souvenir revint comme une avalanche. Le médaillon, la photo, Hélène souriant à travers les années comme si le temps n'avait pas passé. Armando tourna frénétiquement la tête, cherchant la fillette du regard. Il la trouva blottie près du comptoir principal, le médaillon toujours ouvert dans ses petites mains tremblantes. Marina observait l'étrange homme avec un mélange de peur et d'inquiétude sincère. « La photo » chuchota Armando d'une voix rauque, tendant une main tremblante vers le médaillon. « Où as-tu eu cette photo ?» Marina essuya ses larmes avec le dos de sa main, laissant des traînées propres sur ses joues sales. « C'était à mamie Hélène, maman a dit. Mamie était très belle et très gentille. » Sa voix enfantine portait une révérence touchante en parlant de la grand-mère qu'elle n'avait jamais connue. Le nom frappa Armando comme un second coup. Hélène, son Hélène, avait été grand-mère. Cela signifiait que Clara, sa fille Clara, qui avait quitté la maison près d'une décennie plus tôt après une dispute amère, était en vie. Et elle avait une fille. Sa petite fille était là, devant lui, demandant de l'aide avec la même détermination courageuse qu'il reconnaissait dans le tempérament de Clara. « Ta mère » Armando tenta de contrôler le tremblement dans sa voix. « Comment s'appelle-t-elle » Clara, répondit simplement Marina. Clara Marina Sterling. Maman est très malade. Le docteur Blackwood a dit qu'elle a besoin de médicaments très chers, sinon elle va. L'enfant ne put finir la phrase, la peur étranglant ses mots. Madame Irène observait la scène avec une compréhension croissante. Elle connaissait l'histoire de la dispute entre Armando et Clara, avait été témoin de la douleur silencieuse de son patron pendant toutes ces années. Discrètement, elle fit signe aux autres employés de s'éloigner, créant un espace privé pour ce moment extraordinaire. Armando parvint à se lever, ses jambes encore chancelantes. Il s'approcha de Marina, s'agenouillant pour être à la hauteur de ses yeux. De près, il pouvait clairement voir les traits familiers. La forme de son visage était celle de Clara, mais les yeux, ses yeux expressifs, étaient exactement comme ceux d'Hélène quand elle était jeune. « Marina » dit-il doucement, essayant le nom sur ses lèvres. « Où est ta mère maintenant ?»« À la maison. Elle n'a pas pu sortir du lit depuis plusieurs jours. Notre voisine, Madame Davis, s'occupe d'elle pendant que je suis sorti essayer de trouver de l'argent. » Marina ferma soigneusement le médaillon. « Maman ne sait pas que j'ai pris son collier. Elle va être fâchée, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. » Le cœur d'Armando se brisa en imaginant Clara malade, seule, luttant pour survivre dans des conditions qu'il ne pouvait même pas visualiser. La fille fière qui avait un jour déclaré qu'elle préférerait souffrir plutôt que d'accepter son aide était maintenant dans une situation désespérée, dépendant du courage d'une enfant de 6 ans. « Combien le docteur a-t-il dit qu'il vous fallait » demanda-t-il, calculant déjà mentalement combien d'argent il avait immédiatement disponible. « 15 000 $, répondit Marina avec la précision de quelqu'un qui avait mémorisé chaque centime nécessaire pour le premier traitement. Ensuite, il en faudra plus. Armando déglutit. C'était beaucoup d'argent, mais ce n'était même pas un dixième de ce qu'il brassait mensuellement dans la bijouterie. Pour lui, ce ne serait qu'un chèque de plus. Pour Clara et Marina, cela signifiait la différence entre la vie et la mort. « Madame Irène » appela-t-il, sa voix maintenant ferme et décidée. « Préparez 15 000 $ du coffre, en espèces. »« Monsieur Sterling » hésita l'employé, préoccupé par l'impulsivité de la décision. « Faites-le, s'il vous plaît » répéta-t-il. Puis il se tourna vers Marina. « Tu vas m'emmener voir ta mère. Maintenant. » Marina cligna des yeux, surprise. « Vous allez vraiment aider ?»« Je vais aider » confirma Armando, sentant quelque chose se réveiller dans sa poitrine après des années d'engourdissement. « Mais d'abord, j'ai besoin de voir Clara. J'ai besoin de savoir comment elle va. » La fillette hocha vigoureusement la tête, un sourire timide illuminant son visage pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la bijouterie. Pendant que Madame Irène préparait l'argent, Armando regardait Marina ranger soigneusement le médaillon dans une petite pochette en tissu attaché autour de sa taille. Dans ce simple geste, il revit Hélène, la même délicatesse, le même soin pour les choses qui comptaient vraiment, la même force silencieuse qui l'avait captivée des décennies plus tôt et qui refaisait surface à travers la petite fille qu'elle n'avait jamais rencontrée. Le destin, pensa Armando, avait des manières mystérieuses de corriger les erreurs du passé.
Le taxi serpentait à travers les rues de plus en plus étroites des quartiers négligés de la ville, laissant derrière lui les élégants bâtiments du centre-ville. Armando regardait par la fenêtre le paysage urbain se transformer progressivement. Les boutiques sophistiquées laissaient place à de petits commerces de proximité, les larges trottoirs se rétrécissaient et l'asphalte lisse cédait la place à des pavés inégaux. Marina, assise à côté de lui, indiquait les directions avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait chaque recoin de ce labyrinthe de ruelles. « C'est juste là, monsieur », dit-elle en désignant une maison basse en briques jaunes avec de petites fenêtres barrées de rouille et une porte bleue délavée. Le chauffeur hésita, clairement mal à l'aise dans le quartier, mais Armando lui ordonna de s'arrêter. En sortant du véhicule, il fut frappé par un mélange d'odeurs, de la nourriture en train de cuire, du linge séchant sur des cordes et quelque chose de plus subtil, l'odeur brute et honnête de la lutte digne, de vie vécue sur le fil mais refusant de se briser. Marina le guida à travers un couloir étroit qui menait à l'arrière de la propriété, où se trouvaient les chambres louées. Ses pieds nus connaissaient chaque pierre branlante, chaque trou à éviter. Armando essaya de ne pas montrer le choc qu'il ressentait en voyant où sa fille en était venue à vivre. « Madame Davis », appela doucement Marina en frappant à la porte de la voisine. « J'ai amené un monsieur pour voir maman. » Une femme noire d'âge moyen, les cheveux enveloppés dans un foulard coloré et le tablier taché, apparut à la porte. Ses yeux vifs scrutèrent Armando de la tête aux pieds, évaluant son costume cher, sa montre en or et ses chaussures en cuir italien. Son expression était un mélange de suspicion et de curiosité. « Qui êtes-vous, monsieur ?» demanda-t-elle directement, se plaçant de manière protectrice entre Armando et la porte de la chambre où reposait Clara. « Je suis le père de Clara », répondit Armando, la voix étranglée par l'émotion. « Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. » Madame Davis fronça les sourcils. « Son père ? Clara n'a jamais parlé d'un père. Elle a toujours dit qu'elle n'avait pas de famille. »« Nous nous sommes disputés », admit Armando avec difficulté. « Une terrible dispute. Mais maintenant, Marina est venue me voir, et je suis venu pour aider. » La voisine regarda Marina, qui confirma d'un signe de tête. « C'est vrai, Madame Davis. Il va aider maman à guérir. » Toujours réticente, Madame Davis ouvrit la porte. « Elle est très faible. Ne l'agitez pas, vous entendez ?» La chambre était minuscule, peut-être 10 mètres carrés, avec un lit simple poussé contre le mur, une table de chevet en plastique, 2 chaises et une armoire en contreplaqué. La petite fenêtre laissait entrer un rayon de lumière dorée qui illuminait la silhouette fragile allongée sur le lit. Clara était méconnaissable. La jeune femme robuste et déterminée qui avait un jour affronté son père avec des mots durs s'était transformée en une femme décharnée, ses cheveux sombres collés à son visage en sueur à cause de la fièvre. Ses yeux, autrefois brillants d'indignation, semblaient maintenant vitreux, perdus quelque part entre la conscience et le délire. « Clara » murmura Armando en s'approchant lentement du lit. « Ma fille. » Ses yeux bougèrent lentement, essayant de se concentrer sur le visage penché sur elle. Pendant un instant, il n'y eut que de la confusion, comme si elle ne pouvait pas traiter la présence de cette figure du passé. Puis, peu à peu, la reconnaissance s'installa. Sa voix sortit comme un filet d'air. « Non, ce n'est pas possible. C'est moi, Clara. Je suis venu dès que j'ai su que tu étais malade. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues pâles de Clara. « Tu ne devrais pas être ici ? J'ai dit des choses terribles. » Chut. Armando prit doucement la main squelettique de sa fille. « Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu guérisses. » Marina s'approcha du lit, prenant l'autre main de sa mère. « Maman, papy va payer pour les médicaments. Le docteur Blackwood a dit que tu allais guérir. » Clara essaya de s'asseoir, mais la faiblesse la terrassa. « Non, je ne peux pas accepter. Pas après tout ça. »« Tu peux et tu vas accepter, » dit Armando fermement, mais sans dureté. « Pour Marina. Pour toi. Pour toutes les années que nous avons perdues. » Madame Davis observait la scène, émue, s'essuyant les yeux avec le coin de son tablier. Cette petite prie chaque jour que Dieu fait pour qu'un miracle se produise. Je crois que ses prières ont été exaucées. Armando regarda autour de lui dans la pièce, remarquant les dessins de Marina collés au mur, quelques jouets de fortune, un tissu avec des restes de nourriture sur la table de chevet. C'était un foyer construit avec amour, mais marqué par le dénuement. « Nous partons d'ici, » dit-il doucement. « Je vous emmène dans un meilleur endroit, où Clara pourra recevoir un traitement approprié. »« Non, » murmura Clara avec un reste d'obstination. « Je ne serai plus un fardeau pour toi.
Tu n'as jamais été un fardeau, répondit Armando, sentant le poids d'une décennie de malentendus. J'étais juste un père trop fier pour comprendre ce qui comptait vraiment. Marina tenait leurs deux mains, les joignant. Papy, maman, vous ne pouvez plus vous disputer. J'ai besoin de vous deux. À ce moment, dans la petite chambre étouffante, quelque chose guérit dans le cœur d'Armando. Ce ne serait pas facile et il y avait encore beaucoup à résoudre, mais sa famille était à nouveau réunie. Le docteur Henry Blackwood arriva 2 heures plus tard, précédé par le son de ses chaussures en cuir résonnant dans le couloir étroit. C'était un homme de taille moyenne, avec une barbe grise soigneusement taillée et de petits yeux qui semblaient calculer la valeur de tout ce qu'il voyait. Sa mallette en cuir noir et sa blouse blanche impeccable contrastaient avec l'environnement humble, créant une aura d'autorité qu'il cultivait clairement. « Alors, Clara » dit-il en entrant, remarquant à peine la présence d'Armando. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous n'avez pas été trop agité. » Marina courut se cacher derrière son grand-père, intimidée par la présence imposante du médecin. Clara essaya de se redresser dans le lit, manifestement mal à l'aise. « Docteur, voici mon père » dit-elle faiblement. « Il veut t'aider avec le traitement. » Le docteur Blackwood tourna enfin son attention vers Armando, ses yeux se plissant légèrement en évaluant l'homme bien habillé. Un sourire froid apparut sur ses lèvres, le sourire de quelqu'un qui venait de trouver une source de ressources plus riche. « Ah, quelle agréable surprise !» dit-il en tendant une main qu'Armando serra sans enthousiasme. « Docteur Henry Blackwood, spécialiste des maladies rares. Votre fille a une condition très grave, monsieur ? Armando Sterling. Quel genre de condition ? » Le médecin ouvrit sa mallette avec des gestes théâtraux, sortant divers flacons de médicaments et un stéthoscope coûteux. Un syndrome neurologique dégénératif très rare. Sans traitement adéquat, Clara n'a, au plus, que quelques semaines. Armando sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelques semaines ? Malheureusement, oui. Mais heureusement pour Clara, j'ai développé un protocole expérimental qui a montré des résultats prometteurs. Le docteur Blackwood fit une pause dramatique. Bien sûr, c'est un traitement coûteux. Très coûteux. Combien ? Demanda directement Armando. Pour la première phase, 15 000 $. Mais le traitement complet, eh bien, nous parlons d'au moins 50 000 $ au cours des prochains mois. Madame Davis, qui regardait depuis le seuil, eut une expression d'incrédulité. C'était plus d'argent qu'elle n'en voyait en des années de travail. Et si ce traitement spécifique n'est pas suivi ? Questionna Armando, quelque chose dans le ton du médecin le dérangeant, c'est la mort certaine. La mort certaine, répondit sèchement le docteur Blackwood, commençant à examiner Clara avec des gestes brusques. Clara, ouvrez la bouche. Respirez profondément. Oui, la détérioration s'accélère. Nous devons commencer la prochaine phase immédiatement. Clara gémit de douleur lorsque le médecin appuya sur un certain point de son abdomen. Marina se cramponna plus fort au pantalon d'Armando, ses petits poings tremblants. « Docteur » intervint Armando, « un second avis serait-il possible ? Peut-être un spécialiste d'un hôpital public ?» Le docteur Blackwood se redressa brusquement, son visage prenant une expression offensée. « Monsieur Sterling, avec tout le respect que je vous dois, si vous vouliez que votre fille meure, il suffirait de l'emmener dans un hôpital public. Ils n'ont ni les connaissances ni les ressources pour traiter une condition aussi spécifique. Mais un second avis ne fait jamais de mal. »« Si » explosa le médecin, puis il contrôla son ton. « Toute interruption du protocole que j'ai établi peut être fatale. Clara est dans une phase critique. Chaque jour perdu est un jour de vie en moins. » Clara tenta de parler, mais une violente quinte de tout l'interrompit. Le docteur Blackwood prépara immédiatement une seringue avec un liquide clair. « C'est le médicament de la phase 2, » expliqua-t-il en administrant l'injection dans le bras squelettique de Clara. « Il a été cher à importer de Suisse, mais c'est notre seul espoir. » Armando observait attentivement. Quelque chose dans le comportement du médecin ne lui semblait pas juste. La pression constante, le refus d'accepter un second avis, l'insistance sur des méthodes exclusives. Cela lui rappelait les vendeurs malhonnêtes qu'il avait rencontrés dans le commerce de la bijouterie, des gens qui exploitaient le désespoir des autres. « Docteur, pourriez-vous me donner une copie des résultats de laboratoire de Clara ? J'aimerais les conserver pour mes archives. » Bien sûr, répondit le docteur Blackwood trop rapidement. Mais les tests plus spécifiques sont encore en cours de traitement au laboratoire. Une technologie très avancée, vous comprenez. Dans quelques jours, je pourrai tout vous fournir.
Marina tira discrètement sur la jambe du pantalon d'Armando. Quand il se pencha, elle lui chuchota à l'oreille, « Papy, le docteur dit toujours que les tests sont en cours de traitement. Ça fait longtemps. » Le docteur Blackwood, qui n'entendit pas le commentaire de l'enfant, rangea ses instruments. « Bon, Clara semble stable pour aujourd'hui. Mais je devrais revenir demain pour la prochaine application. Et Monsieur Sterling ?» Il regarda Armando droit dans les yeux, « J'espère que vous comprenez l'urgence de la situation. Chaque jour de retard de paiement est un jour de risque pour votre fille. » Après le départ du médecin, la pièce tomba dans le silence. Clara s'était endormie après le médicament et Marina était assise sur une petite chaise, balançant nerveusement ses jambes. « Madame Davis » appela doucement Armando, « Depuis combien de temps ce docteur traite-t-il Clara ?»« Environ 2 mois. Elle est devenue beaucoup plus malade après qu'il a commencé à venir. » Une graine de doute commença à germer dans l'esprit d'Armando. Quelque chose n'allait pas du tout, et il était déterminé à découvrir quoi. Le lendemain matin apporta avec lui un épisode qui fit battre le cœur d'Armando de manière incontrôlable. Il était revenu tôt dans la chambre, apportant des fruits frais et un thermomètre numérique, quand il trouva Marina assise par terre, jouant avec quelque chose de petit et brillant. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda-t-il en s'agenouillant à côté de sa petite fille. Marina tendit une fiole en verre vide, de la taille d'un dé à coudre. « Je l'ai trouvée dans la poubelle dehors. Le docteur l'a jetée hier. J'ai pensé que je pourrais l'utiliser pour mettre de l'eau pour mes poupées. » Armando examina attentivement la fiole. Il y avait encore quelques traces d'un liquide clair au fond et une étiquette partiellement décollée avec des mots dans une autre langue. Cela ne semblait pas être le même médicament importé de Suisse que le docteur Blackwood avait administré à Clara. « Marina, as-tu vu le docteur jeter d'autres fioles comme celle-ci ?»« Oui, » confirma-t-elle en hochant la tête. « Il jette toujours de petites fioles différentes. Parfois elles sont bleues, parfois elles sont transparentes. Mais il dit toujours à maman que c'est le même médicament. » Une sensation de froid parcourut l'échine d'Armando. Des médicaments différents décrits comme le même traitement, cela n'avait aucun sens. Clara se réveilla à ce moment-là, toussant faiblement. Sa peau était encore plus pâle que la veille et ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Bonjour, ma fille. Comment te sens-tu ?»« Pire, » admit-elle avec difficulté. « Beaucoup pire. C'est étrange. Quand le docteur Blackwood a commencé le traitement, je me sentais mal, mais pas comme ça. Maintenant, c'est comme si quelque chose me consumait de l'intérieur. » Armando s'approcha du lit, remarquant que Clara semblait avoir encore perdu du poids. Ses yeux étaient cernés de cercles sombres qui n'étaient pas là 2 jours auparavant. « Clara, quand tes symptômes ont-ils commencé? Avant ou après avoir rencontré le docteur Blackwood ?» Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « J'étais fatiguée, oui. C'était difficile de travailler au salon, j'avais des vertiges, mais c'était gérable. C'est après avoir commencé le traitement que quoi? Que tout s'est aggravé, très rapidement. Le docteur a dit que c'était normal, que la maladie progressait. » À ce moment, Madame Davis apparut à la porte avec une tasse de thé chaud. « Excusez-moi, mais il y a une femme dehors qui veut vous parler, Monsieur Sterling. Elle a dit que c'est très important. » Une femme d'environ 40 ans attendait dans la petite cour de la pension. Elle avait les cheveux d'un blond criard, était vêtue de vêtements voyants et arborait une expression nerveuse qu'elle ne pouvait cacher. « Vous êtes le père de Clara ?» demanda-t-elle sans préambule. « Je le suis. Et vous êtes ?»« Je suis Madame Albright, la propriétaire de cet établissement. » Ces mots sortirent en cascade, comme si elle avait répété un discours. « Je suis venue parler du loyer. Même si vous aidez maintenant, Clara a toujours 3 mois de retard. » Armando fronça les sourcils. « 3 mois ? Mais le docteur Blackwood a dit que le traitement avait commencé il y a 2 mois. » La femme hésita, réalisant qu'elle avait dit quelque chose d'inconvenant. « Eh bien, c'est qu'elle avait déjà des difficultés avant ça. »« Combien vous doit-elle ? » « $700, répondit-elle rapidement. « Mais il y a aussi des frais supplémentaires en raison de la situation spéciale. »« Quelle situation spéciale ? » Sa maladie pourrait être contagieuse. J'ai dû prendre des précautions spéciales, acheter des produits de nettoyage plus chers, avertir les autres locataires. Madame Albright évitait de regarder Armando directement. Quelque chose n'allait pas. Le docteur Blackwood avait parlé d'un syndrome neurologique dégénératif, pas de quelque chose de contagieux. Pourquoi la propriétaire s'inquiéterait-elle de la contagion? Madame Albright, qui vous a dit que la maladie de Clara était contagieuse?
C'est le docteur qui la traite. Il m'a expliqué que je devais prendre des précautions spéciales. Armando sortit $1000 de son portefeuille. Ceci couvre le loyer en retard et quelques mois d'avance. Mais je veux votre parole que Clara et Marina ne seront pas dérangées. Les yeux de la femme s'illuminèrent à la vue de l'argent, mais il y avait autre chose dans son expression, un soulagement mêlé de culpabilité. Après son départ, Armando retourna dans la chambre, où il trouva Marina en train de dessiner dans un vieux cahier. Le dessin montrait des silhouettes simples, une femme au lit, une fillette et un homme en blouse blanche avec un visage très laid. « Marina, pourquoi as-tu dessiné le docteur avec ce visage ?»« Parce qu'il est méchant, » répondit-elle sans hésiter. « Il fait pleurer maman, et chaque fois qu'il vient, elle est plus malade. » L'observation innocente de l'enfant frappa Armando comme une gifle. Une fillette de 6 ans avait remarqué quelque chose que lui, en tant qu'adulte, ne faisait que commencer à soupçonner. Cet après-midi-là, pendant que Clara dormait après une autre application de médicaments par le docteur Blackwood, Armando prit une décision. Il conserva soigneusement la fiole que Marina avait trouvée et compila mentalement une liste d'incohérences. Des médicaments différents décrits comme étant les mêmes, une maladie qui semblait s'aggraver avec le traitement, des allégations de contagion pour un syndrome neurologique et le refus absolu d'autoriser un second avis. Il était temps d'enquêter plus à fond sur le docteur Henry Blackwood. Sa fille empirait de jour en jour, et il avait le sentiment croissant que le traitement lui-même pourrait en être la cause. De retour à la bijouterie plus tard dans l'après-midi, Armando trouva Madame Irène en train d'organiser méticuleusement les pièces dans la vitrine principale. Elle travaillait avec une concentration inhabituelle, comme si elle essayait de garder ses mains occupées pour empêcher son esprit de vagabonder vers de plus grandes préoccupations. « Comment va Clara » demanda-t-elle sans lever les yeux du collier de perles qu'elle polissait. « Pire » répondit sincèrement Armando, s'asseyant lourdement dans le fauteuil derrière le comptoir. « Beaucoup pire. Et je commence à soupçonner que quelque chose ne va pas avec ce médecin. » Madame Irène le regarda enfin, ses mains arrêtant leurs mouvements répétitifs. Quel genre de choses? Armando lui raconta les incohérences qu'il avait observées, les différents médicaments, l'aggravation de l'état de Clara, les affirmations contradictoires sur la maladie. Madame Irène écouta attentivement, ses yeux expérimentés captant des nuances qu'un observateur moins attentif aurait pu manquer. « Monsieur Sterling, dit-elle lentement, puis jeter un œil au médaillon que la petite a apporté. » Confus mais faisant confiance à l'instinct de son employé, Armando sortit le médaillon de sa poche. Madame Irène l'examina sous la lumière de la lampe, le tournant soigneusement et utilisant une petite loupe qu'elle gardait pour examiner les pierres précieuses. « Je le savais, » murmura-t-elle, un sourire triste traversant son visage. « Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de ce médaillon. Qu'avez-vous trouvé ? » « Regardez ici, » dit-elle en pointant une zone presque imperceptible au dos du médaillon. Il y a une petite gravure, très subtile, presque effacée par le temps. Armando prit la loupe et examina l'endroit qu'elle indiquait. Il y avait en effet de minuscules lettres gravées dans l'or, HS plus AS Amour éternel 1985. Hélène Sterling et Armando Sterling, dit doucement Madame Irène. Votre femme m'a montré cette gravure une fois, peu de temps avant sa mort. Elle a dit que c'était la preuve que le véritable amour laisse des marques que le temps ne peut effacer. Armando sentit ses yeux s'embuer. Hélène avait secrètement gravé ses initiales, comme un message qui ne serait découvert que par quelqu'un qui prêtait vraiment attention aux détails. Mais il y a plus, continua Madame Irène. Hélène m'a dit quelque chose à propos de Clara à l'époque. Elle s'inquiétait pour sa fille. Inquiète comment ? Clara a toujours été très sensible aux médicaments depuis qu'elle est petite. Elle avait des réactions indésirables à presque tout. Hélène m'a dit que même un simple antibiotique pouvait rendre Clara très malade. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle préférait toujours les traitements naturels. Armando se redressa sur sa chaise. Sensible aux médicaments ? Madame Irène, Clara prend plusieurs substances différentes chaque jour. Et cela pourrait expliquer pourquoi elle va de plus en plus mal au lieu de s'améliorer, conclut l'employé. Surtout si le médecin ne connaissait pas cette sensibilité. Ou s'il la connaissait et s'en fichait, murmura sombrement Armando. Madame Irène hésita avant de reprendre la parole. Monsieur Sterling, puis-je faire une suggestion ? Bien sûr. Il y a de nombreuses années, lorsque vous avez démarré la bijouterie, il y avait un client régulier ici, un médecin à la retraite, le docteur Edouaret. Il était spécialiste des diagnostics difficiles. Votre femme, Hélène, l'appréciait beaucoup.
Armando fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Docteur, le nom me dit quelque chose. Il a cessé de venir après l'incident. Quel incident? Madame Irène soupira profondément. Vous avez investi l'argent de sa retraite dans une affaire qui a mal tourné. Les pertes ont été importantes. Il est devenu très amer et n'a plus jamais voulu vous parler. Le souvenir revint comme une gifle. Le docteur Edouard, un homme intègre qui lui avait confié un investissement en diamants qui s'était avéré être une fraude élaborée. Armando avait réussi à récupérer une partie de l'argent, mais pas la totalité. Le médecin avait perdu une somme considérable et avait, à juste titre, coupé les ponts avec lui. Où est-il maintenant? J'ai entendu dire qu'il a déménagé dans une petite ville à la campagne. Il est devenu un reclus, un peu aigri par la vie. Mais, monsieur Sterling, si quelqu'un peut donner un second avis honnête sur le cas de Clara, c'est bien lui. Armando passa ses mains dans ses cheveux gris. Aller chercher le docteur et signifierait ravaler sa fierté, admettre ses erreurs passées et risquer d'être rejeté. Mais si cela pouvait sauver Clara, sauriez-vous comment le trouver? Je peux essayer. Je suis toujours en contact avec la femme d'un de ses anciens partenaires. À ce moment, le téléphone de la bijouterie sonna. Armando répondit et entendit la voix tremblante de Madame Davis à l'autre bout du fil. Monsieur Sterling, venez vite. Clara est très malade. Elle a commencé à avoir des convulsions après le départ du docteur aujourd'hui. Sa température est très élevée et elle ne répond pas quand on l'appelle. Le sang d'Armando se glaça. Appelez une ambulance. J'arrive. Alors qu'il se précipitait hors de la bijouterie, une certitude absolue se cristallisa dans son esprit. Le docteur Blackwood ne soignait pas Clara. Il la tuait lentement. Et Armando devait agir avant qu'il ne soit trop tard. À chaque seconde qui passait, sa fille se rapprochait du point de non-retour, et il se sentait impuissant face à un ennemi qui utilisait la confiance et le désespoir comme des armes. L'hôpital public était surchargé, mais Armando réussit à faire admettre Clara rapidement en mentionnant qu'il paierait pour une chambre privée. Les médecins de garde la stabilisèrent, contrôlant les convulsions avec des médicaments intraveineux, mais le diagnostic était alarmant, signe d'intoxication grave par des substances inconnues. Monsieur, votre fille présente des symptômes compatibles avec un empoisonnement progressif, expliqua le docteur Santos, une jeune femme à lunettes qui avait examiné Clara de manière approfondie. Nous devons savoir exactement quel médicament elle a pris. Armando lui tendit les fioles qu'il avait réussi à rassembler dans la chambre de Clara. La docteure les examina avec une inquiétude croissante. Ces substances, certaines ne devraient même pas être disponibles sur le marché américain, et certainement pas pour le type de traitement qui vous a été décrit. C'est à ce moment-là que Marina, qui était restée silencieuse dans un coin de la pièce, s'approcha timidement du médecin. « Docteur, j'ai gardé des papiers que le méchant docteur a laissés tomber. » Elle sortit quelques papiers froissés de sa petite pochette en tissu. Armando reconnut l'écriture du docteur Blackwood, mais les notes étaient dans des codes qu'il ne comprenait pas. Le docteur Santos lut les papiers et pâlit visiblement. « Mon Dieu, ce sont des notes sur des dosages expérimentaux. Et ce nom, ici ?» Elle pointa une signature dans le coin. Ce médecin a eu sa licence révoquée il y a 5 ans pour des essais humains illégaux sur des patients. Le docteur Henry Blackwood a eu sa licence révoquée, demanda Armando, sentant le sol s'effondrer sous ses pieds. Oui. Il testait des médicaments expérimentaux sur des patients démunis, prétendant qu'il s'agissait de traitements révolutionnaires. Plusieurs personnes sont mortes. Le médecin fit une pause, regardant Clara inconsciente sur le lit. Votre fille a été la victime d'un dangereux charlatan. Armando sentit une fureur meurtrière monter de son estomac à sa gorge. Cet homme avait utilisé le désespoir de Clara, l'innocence de Marina et son propre amour paternel pour financer de cruelles expériences. Sa fille était en train de mourir, non pas d'une maladie rare, mais d'un empoisonnement délibéré. Va-t-elle survivre? Demanda-t-il, la voix étranglée. Nous ferons tout notre possible. Mais, monsieur Sterling, certaines de ces substances causent des dommages irréversibles. Nous avons besoin d'un spécialiste en toxicologie pour évaluer exactement ce qui a été administré. À ce moment, Madame Irène apparut au seuil de la chambre, essoufflée d'avoir couru dans les couloirs de l'hôpital. Monsieur Sterling, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le docteur Hay. Où est-il? Dans une ville appelée Green Valley, à 3 heures d'ici. J'ai parlé avec la femme de son ancien partenaire. Elle a dit qu'il soigne encore quelques personnes dans la communauté, mais qu'il est très aigri. Je ne sais pas s'il voudra aider.
Armando regarda Clara, pâle et fragile dans le lit d'hôpital, puis Marina, qui tenait la main de sa mère avec des larmes coulant sur son visage. La décision se cristallisa dans son esprit avec une clarté absolue. « Madame Irène, je veux que vous restiez ici avec Clara et Marina. Ne laissez pas le docteur Blackwood s'approcher d'elle une seule seconde. S'il apparaît, appelez la sécurité immédiatement. Où allez-vous? Trouvez le docteur et... même si je dois ramper à ses pieds et implorer son pardon. » Le voyage vers Green Valley fut le plus long de la vie d'Armando. À chaque kilomètre, il pensait à sa fille luttant contre le poison dans ses veines, à sa petite fille qui pourrait devenir orpheline, et à l'orgueil stupide qui avait ruiné tant de relations au fil des ans. Green Valley était une ville pittoresque nichée entre les montagnes, avec des rues pavées et des maisons coloniales. La maison du docteur se trouvait au bout d'une rue calme, entourée d'un jardin sauvage qui avait autrefois été méticuleusement entretenu. Armando frappa à la lourde porte en bois, le cœur battant. Des pas lents s'approchèrent de l'autre côté, et la porte s'ouvrit, révélant un homme aux cheveux entièrement blancs, à la barbe hirsute et aux yeux autrefois bienveillants mais qui portait maintenant la dureté de la désillusion, le docteur Edouard Ray. Le médecin le reconnut immédiatement, son visage se tordant en une expression de profond dégoût. « Armando Sterling, dit-il froidement. Après 15 ans, vous avez l'audace de vous présenter à ma porte. Docteur, je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Vous n'en avez certainement pas. » Le docteur commença à fermer la porte. « C'est à propos de ma fille, » s'écria Armando désespérément. « Elle est en train de mourir, empoisonnée par un charlatan. Ma petite fille de 6 ans pourrait devenir orpheline. S'il vous plaît, je vous en supplie. » La porte arrêta de se fermer. Le médecin observa le désespoir authentique sur le visage d'Armando, le même regard de panique qu'il avait vu chez des centaines de parents désespérés tout au long de sa carrière. « Votre fille, Clara? Vous vous souvenez d'elle? » Bien sûr que je me souviens d'elle. Hélène parlait toujours d'elle avec tant de fierté. Le docteur fit une pause, une ombre de douleur traversant son visage. Hélène a été l'une des rares personnes à me défendre lorsque vous avez ruiné ma retraite. Armando déglutit. Docteur, je sais que j'ai fait des erreurs terribles. J'ai détruit votre confiance, causé des pertes financières que je ne pourrai jamais entièrement réparer. Mais Clara est innocente. Elle a besoin de vous. Le docteur resta silencieux pendant de longs moments, observant l'homme brisé à sa porte. Finalement, il soupira profondément. Entrez. Mais je veux tout entendre, sans omettre un seul détail. Le salon du docteur était le reflet de l'homme qu'il était devenu. Des meubles anciens recouverts de draps, des livres de médecine empilés dans tous les coins et un sentiment général d'abandon qui parlait de rêves brisés et de confiance trahie. Armando s'assit sur un fauteuil usé, regardant le médecin préparer du café avec des mouvements mécaniques. « Racontez-moi tout, » dit le docteur en servant 2 tasses de café fort qui sentaient la solitude. Armando narra les événements des dernières semaines, l'apparition de Marina à la bijouterie, les retrouvailles avec Clara, les soupçons croissants à l'égard du docteur Blackwood, enfin, la révélation que le médecin était un dangereux charlatan. Tout au long du récit, le docteur resta silencieux, prenant occasionnellement des notes dans un vieux carnet. « Les substances que vous avez décrites, dit enfin le médecin, certaines d'entre elles sont des dérivés de médicaments psychiatriques obsolètes. À petite dose, elles provoquent une dépendance. À plus forte dose, il ne termina pas la phrase. Elles provoquent quoi? La mort par défaillance multiviscérale. Mais lentement, permettant au coupable de continuer à facturer le traitement. Armando serra les poings, essayant de contrôler sa rage. Ce salaud tuait lentement sa fille pour gagner de l'argent. Et il l'avait probablement fait à beaucoup d'autres. Le docteur se leva, se dirigeant vers une bibliothèque poussiéreuse. « Armando, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Même si j'accepte d'aider Clara, les dommages déjà causés peuvent être irréversibles. Mais il y a une chance. Il y a toujours une chance. Mais ce sera un processus long et coûteux, sans aucune garantie. » Le médecin fit une pause, regardant une vieille photographie sur l'étagère. « Et cela me ramène à la question centrale. Pourquoi devrais-je vous aider ? » La question resta en suspens dans l'air, comme une lame suspendue. Armando savait que c'était le moment de vérité, où il devrait affronter non seulement les erreurs du passé, mais aussi la personne qu'il était devenu au fil des ans. « Parce que vous ne m'aideriez pas moi, » répondit-il lentement. « Vous aideriez une enfant innocente de 6 ans qui risque de perdre sa mère. Vous honoriez la mémoire d'Hélène, qui a toujours cru en la bonté des gens. » « Hélène ?
murmura le docteur et en touchant la photographie. Elle est venue me voir après que vous avez perdu mon argent. Le saviez-vous? Armando secoua négativement la tête. Elle a pleuré devant moi. Pas pour la perte financière, mais parce qu'elle savait que cela détruirait notre amitié. Hélène m'a dit que vous vous détruisiez avec votre obsession du succès, que vous perdiez de vue ce qui comptait vraiment. Les mots coupèrent Armando comme des rasoirs. Elle ne m'a jamais dit ça. Parce qu'elle vous aimait trop pour blesser votre orgueil. Mais elle savait que vous deveniez une personne qu'elle ne reconnaissait pas. Le médecin se tourna pour lui faire face directement. Vous souvenez-vous de la dernière conversation que nous avons eue, Armando? Je ne veux pas m'en souvenir. J'ai dit que l'argent n'était pas le plus important, que notre amitié valait plus que n'importe quel investissement. Et vous avez répondu que les sentiments ne payaient pas les factures. Le souvenir revint avec toute sa force, le bureau du docteur, et 15 ans plus tôt, le médecin essayant d'être compréhensif tandis qu'Armando se défendait avec une froideur calculée, refusant d'accepter la responsabilité émotionnelle de ce qui s'était passé. J'avais tort, dit Armando, la voix étranglée. Complètement tort. J'étais un homme arrogant, obsédé par le succès, incapable d'admettre mes défauts. Je vous ai perdu, j'ai perdu Clara, et j'ai failli perdre Hélène aussi, si elle n'était pas morte avant que je puisse la repousser complètement. Et qu'est-ce qui a changé? Pourquoi devrais-je croire que vous êtes différent maintenant? Armando pensa à Marina, à ses grands yeux effrayés dans la bijouterie, à la confiance innocente avec laquelle elle avait remis le médaillon de sa grand-mère. Il pensa à Clara, fragile et empoisonnée, mais essayant toujours de protéger l'orgueil blessé de son père. Il pensa à Hélène, dont l'amour avait transcendé la mort elle-même pour réunir une famille brisée. Parce que, dit-il lentement, pour la première fois depuis des décennies, je comprends que certaines choses sont plus importantes que l'argent. La famille que j'ai construite est détruite. L'héritage d'amour qu'Hélène a laissé. La possibilité pour Marina d'avoir une mère vivante et un grand-père qui vaille quelque chose. Le docteur observa l'homme brisé devant lui, voyant non pas l'homme d'affaires arrogant d'il y a des années, mais un père désespéré qui avait enfin trouvé ses priorités. Hélène a laissé quelque chose pour vous, dit-il soudainement, se dirigeant vers un vieux tiroir. Un jour, elle m'a demandé de vous le remettre si quelque chose lui arrivait et que vous aviez besoin d'être guidé. C'était une lettre, de l'écriture délicate d'Hélène. Armando l'ouvrit avec des mains tremblantes. Mon très cher Armando, si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin compris que l'amour est la seule véritable richesse. Clara a besoin de toi, mais pas de ton argent. Elle a besoin du père que j'ai connu et aimé. Sois à nouveau cet homme. Avec un amour éternel, Hélène. Des larmes coulèrent sur le visage vieilli d'Armando. Le médecin regarda en silence, reconnaissant le moment exact où l'orgueil s'était enfin rendu à l'humilité. Docteur, dit fermement Armando, je ne peux pas défaire le passé. Je ne peux pas vous rendre votre argent perdu ni les années d'amitié que j'ai gâchées. Mais si vous me donnez cette chance, je jure sur la mémoire d'Hélène que je serai un homme meilleur. Le médecin soupira profondément, remettant la photographie sur l'étagère. Préparez la voiture. Nous allons sauver Clara. Le retour à l'hôpital fut une course contre la montre, avec le docteur examinant attentivement les fioles et les notes qu'Armando avait collectées. Son expression s'assombrissait à chaque découverte. Ce scélérat est plus dangereux que je ne l'imaginais, murmura-t-il, ajustant ses lunettes pour lire une étiquette microscopique. Certaines de ces substances sont des dérivés de pesticides, d'autres sont des hormones synthétiques qui provoquent une dépendance chimique. Il a concocté un cocktail diabolique. Mais Clara peut-elle s'en remettre? Si nous agissons vite, oui. Mais d'abord, nous devons neutraliser les toxines dans son corps. Ce sera douloureux pour elle. Ils arrivèrent à l'hôpital en début de soirée. Armando courut dans les couloirs jusqu'à la chambre de Clara, trouvant Madame Irène assise près du lit, tenant la main de Marina qui dormait sur une petite chaise. Clara était consciente mais clairement affaiblie. « Père » murmura-t-elle en le voyant. « Madame Irène m'a parlé du docteur Blackwood. Je suis tellement désolé. J'ai été si naïve. »« Tu n'es coupable de rien » répondit Armando en embrassant son front fiévreux. « J'ai amené quelqu'un qui va t'aider. » Le docteur entra dans la chambre et Clara le reconnut immédiatement. « Docteur, vous étiez l'ami de maman. »« Je l'étais, ma chère. Et maintenant, je vais m'occuper de toi comme je me serais occupé d'elle. » Le médecin s'approcha du lit, examinant Clara avec la douceur de quelqu'un qui se souciait vraiment. « Clara, je dois être honnête. Le traitement sera difficile.
Ton corps est dépendant des substances que ce charlatan a administrées. Il y aura des symptômes de sevrage. Marina se réveilla à ce moment-là, se frottant les yeux endormis. En voyant le docteur, elle se cacha derrière Armando. « Ne t'inquiète pas, petite, dit doucement le médecin. Je ne suis pas comme l'autre docteur. Je vais rendre ta maman vraiment bien. » « Tu promets ?» demanda Marina avec le sérieux d'une enfant qui avait vu des adultes briser des promesses importantes. « Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Le docteur expliqua la procédure à l'équipe médicale de l'hôpital. Il faudrait un processus de désintoxication contrôlé, suivi d'un traitement régénératif qui pourrait prendre des semaines. Le docteur Santos, qui avait initialement pris en charge Clara, était impressionné par les connaissances du médecin à la retraite. « Docteur, serait-il possible que vous supervisiez le traitement? Nous n'avons jamais vu un cas d'empoisonnement aussi complexe. » « Bien sûr, docteur. Mais il y a une condition. Je veux que le docteur Blackwood soit empêché d'approcher cette patiente et je veux que les autorités soient informées de ses activités. » C'est alors que Madame Albright apparut au seuil de la chambre, visiblement nerveuse et accompagnée du docteur Blackwood. Le charlatan portait sa mallette noire et une expression d'autorité forcée. « Que signifie ceci ?» demanda sèchement le docteur Blackwood en voyant le docteur Hay. « Qui a autorisé l'ingérence d'un autre médecin dans mon traitement ?»« C'est moi qui l'ai autorisé, » répondit Armando, se plaçant de manière protectrice entre le charlatan et le lit de Clara. « Et nous avons découvert vos mensonges, docteur Blackwood. Ou devrais-je dire, ex-docteur Blackwood. » Le visage de l'homme pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Nous savons que votre licence a été révoquée il y a 5 ans, dit calmement le docteur Hay. Nous savons que vous empoisonniez systématiquement Clara et nous avons des preuves de tout. » Le docteur Blackwood tenta de garder son sang-froid, mais sa nervosité était évidente. « Vous faites une grave erreur. Clara a une condition très spécifique que seul moi sais traiter. » Marina se leva de la chaise et courut vers Armando. « Papy, c'est le méchant homme de mes dessins. » L'innocence de l'enfant pointant du doigt le docteur Blackwood eut un effet dévastateur. Madame Irène se leva, foudroyant le charlatan du regard avec des yeux de feu. « Vous êtes un monstre, dit-elle, la voix tremblante de colère. Utiliser le désespoir d'une mère malade pour mener des expériences? C'est impardonnable. » Madame Albright tenta de s'éclipser de la chambre, mais le docteur l'intercepta. « Vous avez aussi joué un rôle dans tout ça, n'est-ce pas? Vous avez été payé pour faciliter son accès à Clara. »« Je ne savais pas qu'il lui faisait du mal, » balbutia la femme. « Il a dit que c'était un traitement spécial. »« Menteuse !» s'écria Marina avec une indignation enfantine. « Tu savais toujours quand le méchant docteur venait, et tu prenais toujours son parti quand maman pleurait. » Le docteur Blackwood, réalisant que sa comédie était complètement exposée, tenta un dernier geste désespéré. « Vous ne comprenez pas. Clara va mourir sans mon traitement. Seul moi ai l'antidote pour les substances qu'elle a déjà reçues. » Encore des mensonges, dit fermement le docteur Hay. Il n'y a pas d'antidote parce qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a qu'un empoisonnement progressif que vous avez causé. À ce moment, 2 gardes de sécurité de l'hôpital, appelés par le docteur Santos, apparurent à la porte. Le docteur Blackwood regarda autour de lui, réalisant qu'il était acculé. « Ce n'est pas fini », menaça-t-il en étant escorté dehors. « Vous regretterez de vous être mêlé de mon travail. » Madame Albright le suivit en murmurant des excuses que personne ne voulait entendre. Quand la chambre tomba enfin dans le silence, Clara se mit à pleurer, non pas de douleur physique, mais de soulagement et de gratitude. Marina grimpa sur le lit et serra sa mère dans ses bras, et Armando les enveloppa tous les deux. « Maintenant, dit doucement le docteur, commençons le vrai traitement. Le chemin vers la guérison. » Les premiers jours du vrai traitement furent les plus difficiles que la famille ait jamais affrontés. Clara traversa une période intense de désintoxication, avec des symptômes allant de tremblements incontrôlables à des hallucinations causées par le sevrage des substances addictives que le docteur Blackwood avait administrées. Armando ne quitta pas le chevet de sa fille un seul instant. Il lui tenait la main pendant les crises, essuyait sa sueur pendant la fièvre et lui murmurait des mots d'encouragement quand elle criait de douleur. C'était comme s'il essayait de compenser une décennie entière d'absence en seulement quelques jours. « Père », murmura Clara pendant l'une des rares heures où elle était lucide, « pourquoi es-tu resté ?»« Parce que j'ai appris que la famille est plus importante que l'orgueil, » répondit-il en ajustant l'oreiller derrière sa tête. « Et parce que je t'aime plus que je n'ai jamais su l'exprimer. »
Marina était devenue la petite infirmière de la famille. Elle apportait de l'eau fraîche à sa mère, organisait les médicaments prescrits par le docteur avec une précision professionnelle et faisait des dessins colorés pour décorer la froide chambre d'hôpital. Dans ses dessins les plus récents, 3 silhouettes souriantes apparaissaient, une femme au lit, mais maintenant avec des couleurs vives au lieu de tons sombres, un homme en costume qu'elle avait appris à appeler papy, et une petite fille entourée de cœurs. Le docteur rendait visite à Clara 2 fois par jour, surveillant attentivement chaque aspect de sa convalescence. Il avait apporté de Green Valley une vieille mallette remplie de remèdes à base de plantes et de techniques que la médecine moderne oubliait, parfois au profit de traitements plus lucratifs. Clara a toujours été sensible aux médicaments chimiques, expliqua-t-il à Armando lors d'une des consultations. Hélène me l'avait dit il y a des années. C'est pourquoi j'utilise principalement des traitements à base de plantes et des ajustements nutritionnels. Est-ce que ça marche? Lentement, mais oui. Son foie se régénère, ses reins retrouvent une fonction normale. Mais son système nerveux, cela prendra plus de temps. Madame Irène avait pratiquement emménagé à l'hôpital. Elle alternait entre s'occuper de Marina et gérer la bijouterie à distance, toujours avec son téléphone à portée de main au cas où Armando aurait besoin de quelque chose. Son dévouement toucha profondément le cœur de son patron. « Madame Irène, dit-il un après-midi alors que Clara dormait profondément, pourquoi faites-vous tout cela pour nous ?»« Parce qu'Hélène me l'a demandé, répondit-elle simplement. Avant de mourir, elle m'a fait promettre de veiller sur vous si jamais vous aviez besoin de retrouver votre chemin. » Mon chemin vers quoi? Vers l'homme dont elle est tombée amoureuse. L'homme qui mettait la famille au-dessus de tout. Madame Irène sourit tristement. Elle savait que vous vous perdiez, mais elle n'a jamais perdu espoir que vous retrouveriez votre chemin. Armando sentit ses yeux s'embuer. Elle a toujours été plus sage que moi. Pendant la 2e semaine, Clara eut une rechute importante. Son corps, luttant toujours contre les résidus toxiques, développa une grave infection qui la laissa inconsciente pendant 3 jours. Marina ne comprenait pas pourquoi sa mère ne se réveillait pas, et Armando vit son propre désespoir se refléter dans les yeux effrayés de sa petite fille. « Papy, demanda-t-elle la 3e nuit, est-ce que maman va aller au ciel comme mamie Hélène ?» La simple question brisa le cœur d'Armando. Il prit Marina dans ses bras, s'asseyant dans un fauteuil qui était devenu sa seconde maison. « Je ne sais pas, petite. Mais ce que je sais, c'est que nous nous battons très fort pour qu'elle reste avec nous. Tu penses que mamie Hélène nous aide? » Armando regarda le médaillon que Marina portait maintenant en permanence autour du cou, la photo d'Hélène visible à travers le verre transparent. « Je le pense. Je pense qu'elle n'a jamais cessé de veiller sur nous. » C'est cette même nuit que Clara se réveilla. Ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines, et quand elle vit Armando et Marina dormant enlacés dans le fauteuil à côté de son lit, un sourire sincère illumina son visage pour la première fois depuis le début de cette épreuve. « Père » appela-t-elle doucement. Armando se réveilla immédiatement, presque incrédule que Clara soit réveillée et apparemment lucide. « Comment te sens-tu ?»« Mieux. Beaucoup mieux. » Clara essaya de s'asseoir, y parvenant pour la première fois depuis des semaines. « Et j'ai faim. Très faim. » Madame Irène, qui somnolait sur une chaise voisine, se réveilla au mouvement et se précipita pour informer le docteur. Le médecin arriva en quelques minutes, examinant Clara avec soin. « Ses signes vitaux sont stables », annonça-t-il avec une satisfaction évidente. Sa fièvre a complètement disparu et la lucidité est revenue. « Clara, te souviens-tu de quelque chose de ces derniers jours? » Je me souviens de papa me tenant la main. Je me souviens de Marina me chantant des chansons. Et je me souviens d'avoir rêvé de maman. Clara regarda directement Armando. Dans mes rêves, elle disait que notre famille était en train de guérir. Marina se réveilla à ce moment-là. Voyant sa mère assise et parlant, elle cria de joie, grimpant sur le lit pour serrer Clara dans ses bras avec toute la force de ses petits bras. « Maman, tu es revenue. Tu es vraiment revenue. »« Oui, mon amour, je suis de retour. Et maintenant, nous serons ensemble pour toujours. » Le docteur observa la famille réunie et ressentit une profonde satisfaction qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était ce que la médecine devait être, non seulement guérir les corps, mais restaurer l'espoir et réunir les familles. « Je pense, dit-il avec un rare sourire, que le pire est passé. » Avec Clara en pleine convalescence, le docteur jugea qu'il était sûr de la transférer dans une chambre privée plus confortable. Le nouvel environnement, avec de larges fenêtres laissant entrer la lumière naturelle et suffisamment d'espace pour que Marina puisse jouer, apporta un soulagement palpable à toute la famille.
C'est dans cette chambre plus accueillante qu'Armando trouva enfin le courage d'aborder le sujet qui était resté une blessure ouverte entre lui et Clara pendant des décennies. « Ma fille, dit-il un après-midi alors que Marina dormait sur un lit d'appoint à côté d'eux, j'ai besoin de parler de notre dispute, des choses terribles que nous nous sommes dites. » Clara, maintenant capable de s'asseoir sans aide et avec des couleurs revenant sur son visage, soupira profondément. « J'ai aussi besoin d'en parler, père. J'ai porté tant de ressentiment pendant toutes ces années. » « Tu avais raison sur beaucoup de choses que tu as dites, » admit Armando en rapprochant sa chaise du lit. « J'étais vraiment devenu obsédé par le travail. J'étais plus intéressé à construire un empire commercial qu'à comprendre les rêves de ma propre fille. » « Mais j'avais aussi tort, » répondit Clara, des larmes montant à ses yeux. « Quand j'ai dit que je préférerais mourir de faim plutôt que d'accepter ton aide, quand j'ai dit que tu n'étais pas un vrai père, c'était des mots cruels. Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté, Clara ? Même quand Marina est née, même quand les choses sont devenues difficiles ?» Clara essuya ses yeux avec la manche de sa blouse d'hôpital. « L'orgueil, père. Le même orgueil tenace dont j'ai hérité de toi. Et aussi la peur. » « La peur de quoi ? » ?»« La peur que tu regardes Marina et que tu ne vois qu'une autre responsabilité financière. La peur que tu essaies de la modeler de la même manière que tu as essayé de me modeler. » Clara fit une pause, regardant sa fille dormir. « Je voulais que Marina grandisse libre d'être qui elle voulait être. » Armando sentit le poids de cette révélation. « Et tu pensais que je ne le permettrais pas ? » ?»« À l'époque, oui. Tu voulais tellement que je reprenne la bijouterie, que j'épouse quelqu'un de notre cercle social, que je suive le plan que tu avais tracé pour ma vie. Il ne semblait jamais importer ce que je voulais vraiment. » « Et que voulais-tu vraiment ? » Clara sourit pour la première fois en parlant du passé. « Je voulais peindre. Je voulais un petit studio, vendre mes toiles dans les foires d'art, enseigner l'art aux enfants. Des choses simples, mais qui me rendaient heureuse. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit clairement ? J'ai essayé, père, de nombreuses fois. Mais tu changeais toujours de sujet ou disais que les passe-temps ne payaient pas les factures. » Clara le regarda directement. « Exactement comme ce qui s'est passé avec le docteur et quand tu as perdu son amitié. » La comparaison frappa Armando comme un coup de poing. « Tu as raison. J'étais devenu une personne qui ne voyait de valeur que dans les termes financiers. » À ce moment, Marina se réveilla, s'étirant comme un chaton. Elle observa la conversation sérieuse entre sa mère et son grand-père avec l'intuition vive des enfants. « Vous vous disputez encore ? » demanda-t-elle avec inquiétude. « Non, ma chérie, » répondit Clara en tendant les bras à sa fille. « Nous parlons de choses importantes. Sur la façon dont les familles se perdent parfois et se retrouvent ensuite. » Marina grimpa sur le lit, s'asseyant entre les deux. « Comme dans mon dessin ? » ?»« Quel dessin ? » La fillette courut vers son petit sac à dos et en sortit un papier plié. C'était un nouveau dessin, différent des précédents. Il montrait 3 silhouettes se tenant la main, et au-dessus d'elles, une femme souriante avec des ailes. « C'est Mamie Hélène, » expliqua Marina en pointant la silhouette ailée. « Elle est heureuse parce que notre famille est réunie maintenant. » Armando étudia le dessin, remarquant des détails qu'une enfant ne devrait théoriquement pas connaître. La femme ailée portait une robe avec le même motif floral qu'Hélène portait sur la photo du médaillon et tenait quelque chose qui ressemblait à un collier. « Marina, » demanda-t-il doucement, « comment sais-tu comment Mamie Hélène s'habillait ? » « Elle me le dit dans mes rêves, » répondit la fillette naturellement. « Elle a dit que toi et maman aviez besoin de parler des choses tristes pour être heureux à nouveau. » Clara et Armando échangèrent des regards étonnés. Il était impossible pour Marina de connaître les détails spécifiques de la dispute qu'ils avaient eue des années plus tôt, et pourtant, ses dessins et commentaires semblaient toujours refléter exactement ce qui devait être dit. « Oh, Mamie Hélène t'a dit ça ? » demanda Clara, fascinée. « Que papy a un bon cœur, mais qu'il l'a oublié pendant un moment. Et que tu es forte comme elle, mais que tu as aussi besoin de pardonner. » Marina fit une pause, les regardant tous les deux sérieusement. « Et qu'elle a laissé quelque chose de spécial pour quand vous redeviendriez amis. » « Quel genre de chose spéciale ? » ?»« Je ne sais pas. Elle a juste dit que c'était dans une boîte avec des fleurs. » Armando fronça les sourcils. « Une boîte avec des fleurs ? » Soudain, un vieux souvenir fit surface. Hélène avait une boîte en bois peinte de fleurs où elle gardait des lettres et de petits trésors. Il n'avait pas vu cette boîte depuis la mort de sa femme. « Madame Irène » appela-t-il lorsque son employé entra dans la chambre, apportant une collation pour Marina. « Oui, monsieur Sterling ? Savez-vous où se trouve la boîte à fleurs d'Hélène ?
Celle en bois peint? Le visage de Madame Irène s'illumina. Bien sûr. Elle est dans l'entrepôt de la bijouterie. Hélène m'a demandé de la garder là quand elle est tombée très malade. Elle a dit qu'elle serait importante un jour. Pouvez-vous la porter ici demain? Bien sûr. Clara observait l'interaction avec une curiosité croissante. Père, de quelle boîte s'agit-il? Une boîte où ta mère gardait des choses spéciales. Des choses qu'elle trouvait trop importantes pour être conservées n'importe où. Armando prit la main de sa fille. Clara, je pense que ta mère savait qu'un jour nous aurions besoin de retrouver notre chemin l'un vers l'autre. Et elle a laissé une carte, demanda Marina, excitée par l'idée. Peut-être, petite. Peut-être qu'elle a laissé quelque chose d'encore mieux. Madame Irène arriva à l'hôpital le lendemain matin, portant une boîte en bois de la taille d'une boîte à chaussures, peinte à la main de délicates fleurs pastel. La peinture s'était estompée avec le temps, mais il était encore possible de voir le soin artistique avec lequel Hélène avait décoré chaque pétale, chaque feuille. Je l'ai dépoussiérée, expliqua Madame Irène en plaçant soigneusement la boîte sur la table de chevet. Mais je ne l'ai pas ouverte. Hélène m'a fait promettre que seul vous ou Clara pouviez l'ouvrir. Marina regardait la boîte avec de grands yeux, comme si elle pouvait sentir la magie qui en émanait. Clara, maintenant capable de s'asseoir dans le fauteuil à côté du lit, étendit ses mains tremblantes vers l'objet qui contenait les souvenirs de sa mère. « Père, dit-elle doucement, je pense que nous devrions l'ouvrir ensemble. » Armando hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer. Pendant plus de 10 ans, il avait évité de toucher aux affaires personnelles d'Hélène, incapable de supporter la douleur des souvenirs. Maintenant, avec Clara et Marina à ses côtés, il sentait qu'il avait enfin la force d'affronter ce qui était conservé à l'intérieur. Le fermoir de la boîte était simple, juste un petit loquet doré. Quand Armando l'ouvrit, un subtil parfum de lavande, le parfum préféré d'Hélène, s'échappa, remplissant la pièce de sa présence presque tangible. À l'intérieur de la boîte, organisée avec le soin méticuleux qui caractérisait Hélène, se trouvaient plusieurs objets, des lettres attachées avec un ruban bleu, de petites photographies, un carnet relié en cuir, au fond, enveloppé dans du papier de soie, quelque chose qui fit retenir son souffle à Armando. Leurs lettres, observa Clara en prenant délicatement le paquet lié. Toutes adressées à toi, père. Les lettres avaient des dates différentes, certaines de plus de 15 ans, d'autres plus récentes. Armando ouvrit la première avec des mains tremblantes. Mon très cher Armando, aujourd'hui, Clara a encore dit qu'elle voulait étudier l'art. Je vois ses yeux s'illuminer quand elle en parle, tout comme tes yeux s'illuminaient quand tu me parlais de tes rêves d'avoir une bijouterie familiale. S'il te plaît, ne laisse pas le succès te faire oublier les rêves des autres. Avec amour, Hélène. Elle essayait de nous rapprocher, murmura Clara, des larmes coulant sur son visage. Même quand j'étais rebelle et que tu étais distant, elle essayait de construire des ponts. Armando lut d'autres lettres à haute voix. Chacune était une tentative douce d'Hélène de lui faire comprendre sa fille, d'expliquer les craintes de Clara, de suggérer des moyens pour qu'ils se connectent. Des lettres plus récentes révélaient des préoccupations plus profondes. Armando, je suis malade. Les médecins ne l'ont pas encore dit, mais je le sais. J'ai peur de vous laisser tous les deux sans résoudre cette distance entre vous. Clara a besoin de toi, mais elle a besoin du père compatissant que tu es au fond de toi, pas de l'homme d'affaires prospère que tu es devenu en surface. Maman savait qu'elle était malade, demanda Clara, la voix étranglée. Il semble que oui, répondit Armando, trouvant d'autres lettres qui confirmaient ses soupçons. Et elle préparait cette boîte comme un moyen de nous aider après son départ. Marina, qui était restée silencieuse, montra le carnet en cuir. Qu'y a-t-il là-dedans? Armando ouvrit le carnet et découvrit qu'il était rempli de dessins de Clara, des dessins qu'Hélène avait secrètement gardés au fil des ans. Il y avait des paysages, des portraits, des natures mortes, tous exécutés avec un talent artistique évident. Sur la dernière page, Hélène avait écrit « Armando, notre fille a un don extraordinaire. Ces dessins ont été faits entre l'âge de 12 et 17 ans, quand elle pensait que tu les avais jetés. Je les ai gardés parce que je savais qu'un jour, tu aurais besoin de voir le monde à travers ses yeux. » Père, chuchota Clara, tu as vraiment jeté mes dessins. Je pensais que c'était juste des gribouillages, admit Armando, dévasté. Je ne savais pas. Je ne les ai jamais vraiment regardés. C'est pour ça que je n'ai plus jamais dessiné quand j'ai quitté la maison, dit Clara en fermant les yeux douloureusement. Je pensais que tu les avais jetés parce qu'ils n'avaient aucune valeur. Finalement, Armando déballa l'objet dans le papier de soie.
C'était une petite sculpture en argile, clairement faite par des mains enfantines, représentant une famille de 3. Sur la base, il était gravé « Pour papa, de Clara, 8 ans. Tu as fait ça pour moi ? Pour la fête des pères. Tu étais en voyage d'affaires et quand tu es rentré, j'étais endormi. Je l'ai laissé sur ton bureau, mais le lendemain, il avait disparu. » Clara toucha délicatement la petite sculpture. « J'ai pensé que tu ne l'avais pas aimé. »« Je n'ai jamais vu ça, » dit Armando en examinant chaque détail de la petite œuvre d'art. « Ça a dû se perdre parmi les papiers du bureau. » Au fond de la boîte, il y avait une dernière lettre, plus récente, datée de seulement 2 mois avant la mort d'Hélène. « Mes amours, si vous lisez ceci ensemble, cela signifie que l'amour a enfin vaincu l'orgueil. Armando, Clara est une artiste, comme je l'ai toujours su. Soutiens ses rêves comme tu as soutenu les miens autrefois. Clara, ton père a un cœur immense, mais parfois il se perd en essayant de protéger ceux qu'il aime. Soyez patients l'un avec l'autre et prenez soin de ma petite fille avec tout l'amour que j'aurais aimé pouvoir lui donner. Vous êtes ma plus grande œuvre d'art, une famille imparfaite mais pleine d'amour. Hélène. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par les sanglots de Clara et le bruit doux de Marina grimpant dans le fauteuil pour serrer son grand-père dans ses bras. Armando tenait la famille qu'il avait failli perdre, sentant le poids de toutes les années gâchées, mais aussi la légèreté d'une seconde chance. « Père, » dit Clara à travers ses larmes, « je te pardonne. Et j'espère que tu me pardonnes aussi. »« Je t'ai pardonné il y a longtemps, » répondit Armando en embrassant le front de sa fille. « Maintenant, nous devons nous pardonner à nous-mêmes et aller de l'avant. » Marina, toujours pratique dans son innocence, leva la tête et dit « Alors, maintenant on peut être une vraie famille. » « Oui, petite, » sourit Armando à travers ses larmes. « Maintenant, nous pouvons être une vraie famille. » À ce moment, dans la chambre d'hôpital parfumée à la lavande et remplie de souvenirs retrouvés, 3 générations se sont enfin réunies, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Hélène, par sa sagesse posthume, avait réussi ce qui semblait impossible, guérir des blessures qui paraissaient incurables et réunir des cœurs que l'orgueil avait séparés. 3 semaines après avoir ouvert la boîte d'Hélène, Clara était assez forte pour sortir de l'hôpital. Le docteur avait soigneusement surveillé chaque aspect de sa convalescence, et les résultats étaient meilleurs que ce que quiconque avait osé espérer. Les organes de Clara s'étaient presque complètement régénérés et son énergie était progressivement revenue. Mais les vrais miracles se produisaient au-delà des rapports médicaux. La famille avait décidé de ne pas retourner dans la misérable chambre de la pension. Armando avait loué un appartement spacieux et lumineux dans un quartier calme, où Clara aurait de l'espace pour installer un petit studio et où Marina pourrait jouer en toute sécurité. « Père, » dit Clara alors qu'ils organisaient les quelques affaires qui valaient la peine d'être prises de leur ancien logement, « je ne veux pas que tu penses que je suis intéressée par ton argent maintenant. » « Et je ne veux pas que tu penses que j'essaie d'acheter ton amour, » répondit Armando, portant une boîte de peinture et de pinceaux qu'il avait acheté pour elle. « J'essaie juste de donner le soutien que j'aurais toujours dû donner. » Marina courait dans le nouvel appartement, émerveillée par la chambre qui serait entièrement la sienne, avec une fenêtre donnant sur une aire de jeu, et par la cuisine où elle pourrait aider sa mère à cuisiner. Pour elle, ce n'était pas du luxe, c'était simplement un vrai foyer. Le docteur rendait régulièrement visite à Clara, non seulement pour des consultations médicales, mais en tant qu'ami de la famille qu'il était redevenu. La réconciliation avec Armando avait donné au médecin quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, la satisfaction de pratiquer la médecine avec une compassion sincère. « Clara, » dit-il lors d'une de ses consultations, « j'aimerais te faire une proposition. Je pense reprendre du service, au moins partiellement. Que dirais-tu d'ouvrir une clinique communautaire ? Tu pourrais coordonner des activités d'art-thérapie pour les patients en convalescence. » Les yeux de Clara s'illuminèrent. « L'art-thérapie ? Tes dessins pendant ta convalescence m'ont montré à quel point l'art peut être guérisseur. De nombreux patients pourraient en bénéficier. » C'était l'occasion parfaite. Clara pourrait utiliser son talent artistique professionnellement, en aidant les autres, tandis que le docteur reviendrait à la médecine avec un but renouvelé. Pendant ce temps, la justice rattrapa enfin le docteur Blackwood. Les autorités, armées des preuves recueillies par le docteur et des témoignages de Clara, avaient monté un dossier solide contre le charlatan. D'autres victimes commencèrent à se manifester, encouragées par l'exemple de Clara. Madame Davis, l'ancienne voisine de Clara, fut l'un des principaux témoins. « Cet homme a détruit plusieurs familles dans le quartier », déclara-t-elle aux autorités. Il promettait toujours des guérisons miraculeuses à des gens désespérés.
Madame Albright fit également face à des conséquences. Bien que non pénalisée, elle perdit sa licence pour exploiter la pension après qu'une enquête eut révélé qu'elle facilitait des activités illégales en échange de paiement. Le bâtiment fut vendu et les locataires honnêtes furent relogés dans de meilleures conditions de vie. « Papy », demanda Marina un après-midi en dessinant à sa nouvelle petite table dans sa chambre, « le méchant docteur ne reviendra pas, n'est-ce pas ?»« Non, petite. Il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. »« Et la méchante dame non plus ? » Ces deux personnes méchantes ont dû payer pour ce qu'elles ont fait. Marina hocha la tête, satisfaite, et retourna à son dessin. Son art avait évolué de manière remarquable. Maintenant, elle dessinait des paysages colorés, des animaux souriants, et toujours, une famille heureuse au centre de chaque composition. Clara s'épanouissait d'une manière qui la surprenait même elle-même. En plus de collaborer avec le docteur et à la clinique communautaire, elle avait commencé à vendre ses peintures dans une petite galerie locale. Ses œuvres, influencées par l'expérience de dépassement de l'adversité qu'elle avait vécue, touchaient profondément ceux qui les voyaient. « Père », dit-elle un soir alors qu'ils dînaient ensemble, ce qui était devenu un rituel sacré dans la famille, « je veux que tu saches que je suis heureuse. Vraiment heureuse, pour la première fois depuis des années. » « Je suis heureux aussi, » répondit Armando, regardant Marina peindre soigneusement un paysage à l'aquarelle. « Plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer après avoir perdu ta mère. »« Je pense que maman est heureuse aussi, » dit Marina sans lever les yeux de sa peinture. « Elle m'a dit dans mes rêves que sa famille était complète maintenant. » Madame Irène, qui s'était jointe à eux pour le dîner, un autre nouveau rituel, sourit avec des larmes aux yeux. Hélène a toujours dit que l'amour trouve un chemin. La bijouterie avait également subi des transformations. Armando maintenait l'entreprise, mais maintenant avec une perspective différente. Il avait créé un programme où une partie des bénéfices était reversée à la clinique communautaire, et il avait embauché 2 employés supplémentaires pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille. « Vous savez, dit-il à Madame Irène un matin tranquille au magasin, je n'ai jamais pensé que l'argent pouvait acheter le bonheur, mais je n'ai jamais imaginé non plus que la vraie richesse n'avait rien à voir avec l'argent. » Vous avez appris ce qu'Hélène a toujours essayé de vous enseigner, répondit-elle en polissant soigneusement un collier de perles. Que les bijoux les plus précieux sont les relations que nous cultivons. Le docteur s'était installé de façon permanente en ville, partageant son temps entre la clinique communautaire et des consultations privées. L'amitié renouvelée avec Armando avait redonné au médecin sa passion pour la profession et sa confiance en la bonté humaine. Armando, dit-il lors d'un déjeuner dans l'appartement de la famille, je veux te remercier de m'avoir donné la chance de pardonner et d'être pardonné. Ces derniers mois m'ont appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Merci à toi d'avoir sauvé ma fille, répondit Armando, regardant Clara apprendre à Marina à mélanger les couleurs sur une palette. Dans tous les sens du terme. Au fil des semaines, la routine de la famille s'installa autour de petits rituels d'amour. Le petit déjeuner ensemble avant qu'Armando n'aille à la bijouterie, les après-midi où Clara peignait pendant que Marina jouait ou dessinait à côté d'elle, les dîners où ils parlaient des événements de la journée et les nuits où ils lisaient des histoires avant que Marina ne s'endorme. Marina s'était inscrite dans une école voisine et se faisait des amis pour la première fois. Ses professeurs commentaient son intelligence exceptionnelle et sa précocité artistique, mais surtout sa capacité à répandre la joie partout où elle allait. « Elle a quelque chose de spécial », commenta l'enseignante à Clara lors d'une réunion. Une lumière intérieure qui touche tous ceux qui l'entourent. Elle a hérité ça de son arrière-grand-mère, répondit instinctivement Clara en touchant le médaillon qu'elle portait maintenant autour du cou, l'ayant reçu de Marina dans un geste d'amour spontané. La maison devint un foyer au vrai sens du terme. Les murs se remplirent des peintures de Clara et des dessins de Marina, la cuisine sentait toujours les repas faits maison, les rires résonnaient dans les couloirs et chaque soir avant d'aller se coucher, Armando regardait la photo d'Hélène sur la table de chevet et murmurait « Merci de nous avoir montré le chemin du retour ». 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin fatidique où Marina était entrée dans la bijouterie avec le médaillon d'Hélène. Maintenant, par un après-midi de printemps doré, la famille se préparait pour un événement spécial, l'inauguration officielle de la clinique communautaire Hélène Sterling, un rêve né de l'union de la sagesse médicale du docteur et de la vision artistique de Clara. Armando ajusta sa cravate devant le miroir de la chambre, observant son propre reflet avec surprise. L'homme sombre et mélancolique qui évitait son propre reflet avait laissé place à quelqu'un aux yeux brillants et au sourire sincère. Les rides d'inquiétude étaient remplacés par des rides d'expression qui parlaient de rire partagé et de moments de joie. « Papy, tu es si beau »,
s'exclama Marina en apparaissant à la porte, vêtue d'une nouvelle robe bleue avec le médaillon d'Hélène scintillant autour de son cou. À 7 ans révolus, ils avaient célébré son anniversaire avec une fête qui avait rassemblé tous les amis que la famille s'était fait. Elle rayonnait de la même vivacité qu'Hélène possédait sur les vieilles photographies. « Merci, princesse. Et tu es magnifique comme toujours. » Clara apparut à côté, vêtue d'une tenue élégante mais confortable, portant un dossier avec du matériel pour la présentation de son programme d'art-thérapie. Sa transformation était peut-être la plus impressionnante de toutes. D'une femme dévastée par la maladie et la pauvreté, elle était devenue une artiste respectée et une thérapeute dévouée, rayonnant d'une sérénité qui venait d'avoir trouvé son véritable but. « Êtes-vous prêt ?» demanda-t-elle, mais sa question était rhétorique. Tout le monde savait que ce jour représentait bien plus que l'inauguration d'une clinique. C'était la célébration d'une famille qui était ressuscitée des cendres de ses propres blessures. La cérémonie d'inauguration eut lieu dans le hall principal de la clinique, un espace spacieux et lumineux que Clara avait aidé à décorer. Les murs affichaient un mélange harmonieux d'informations médicales et d'œuvres d'art, certaines de Clara, d'autres de patients qui avaient déjà bénéficié du programme pilote d'art-thérapie. Le docteur, maintenant avec une vitalité renouvelée qui le faisait paraître 10 ans plus jeune, s'adressa aux participants avec l'éloquence de quelqu'un qui avait redécouvert sa passion professionnelle. « Cette clinique représente plus qu'une nouvelle entreprise médicale, dit-il, observant Armando, Clara et Marina au premier rang. Elle représente la preuve que la véritable guérison se produit lorsque nous combinons la science, l'art et l'amour inconditionnel. » Clara fut invitée à parler du programme d'art-thérapie. Sa voix, autrefois fragile et hésitante, sonnait maintenant claire et confiante alors qu'elle expliquait comment l'expression artistique pouvait accélérer les processus de guérison et aider les patients à traiter les traumatismes et les maladies. L'art, dit-elle, a le pouvoir de transformer la douleur en beauté, la peur en espoir et l'isolement en connexion. Chaque coup de pinceau, chaque dessin, chaque couleur choisie est un pas sur le chemin du retour à une vie pleine. Marina, assise à côté de son grand-père, dessinait discrètement dans un petit carnet qu'elle portait toujours. Son dessin montrait la clinique entourée de fleurs colorées, avec des gens souriant entrant et sortant, et dans le ciel, une figure féminine avec des ailes observant tout avec approbation. Après la cérémonie officielle, il y eut une réception dans le jardin de la clinique. Madame Irène, maintenant officiellement à la retraite mais restant la conseillère spéciale d'Armando, circulait parmi les invités avec la fierté d'une grand-mère exhibant ses petits-enfants. « Monsieur Sterling a toujours été un homme bon », disait-elle à qui voulait bien l'entendre. Il avait juste besoin d'apprendre à regarder au bon endroit pour trouver la vraie richesse. Le docteur s'approcha d'Armando pendant la réception, portant 2 verres de jus de raisin. Tous deux avaient choisi de ne pas boire d'alcool, préférant garder l'esprit clair pour chaque moment précieux de la vie. « Armando, dit-il, je veux que tu saches que ces derniers mois m'ont rendu quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. » « Quoi donc ? » La foi en l'humanité. La capacité de pardonner. La joie de faire une différence dans la vie des gens. Le médecin fit une pause, observant Clara démontrer des techniques de peinture à un groupe de personnes intéressées. « Ta fille est extraordinaire. Hélène serait fière. » Je n'arrête pas de penser, réfléchit Armando, à quel point les choses seraient différentes si j'avais écouté Hélène depuis le début. Si j'avais soutenu les rêves de Clara au lieu d'imposer les miens. Nous ne pouvons pas changer le passé, répondit sagement le docteur Hay. Mais nous pouvons l'honorer en construisant un avenir meilleur. Marina courut vers eux à ce moment-là, tenant son carnet de dessin. « Papy, docteur Edouard, j'ai fait un dessin spécial. » Le dessin montrait 2 figures masculines, l'une représentant Armando, l'autre le docteur, se serrant la main sous un arc-en-ciel. Au-dessus d'eux, écrit avec l'écriture fantasque d'une enfant de 7 ans, se trouvait « Amis pour toujours ». « C'est magnifique, Marina, dit le docteur et en s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. Puis-je le garder ? Bien sûr. Je l'ai fait spécialement pour vous, parce que vous avez sauvé maman et ramené papy à la maison. » Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées et rosées, la famille se prépara à rentrer. L'appartement qu'ils avaient transformé en foyer les attendait avec des promesses de dîner tranquille, de conversations au coin du feu et de la continuation de la routine qu'ils avaient construite avec tant de soin. Dans la voiture, Marina s'endormit sur la banquette arrière, serrant une nouvelle poupée que le docteur lui avait offerte pour l'inauguration de la clinique. Clara conduisait sereinement, échangeant occasionnellement des regards aimants avec Armando sur le siège passager. « Père, dit-elle doucement,
penses-tu que nous avons réussi à honorer la mémoire de maman? Armando regarda Marina dormir paisiblement dans le rétroviseur, puis regarda Clara, voyant en elle non seulement sa fille, mais une femme forte et accomplie qui avait surmonté des adversités inimaginables. Je pense que nous avons fait plus que ça, répondit-il. Je pense que nous avons prouvé que l'amour qu'elle a planté en nous était trop fort pour être détruit par le temps, par l'orgueil ou par les épreuves. Cette nuit-là, après que Marina eut été mise au lit et que Clara se fut retirée dans son atelier pour travailler sur une nouvelle peinture inspirée par cette journée spéciale, Armando s'assit dans son fauteuil préféré dans le salon. La maison était silencieuse, mais c'était un silence rempli de paix, pas de solitude. Il sortit de sa poche le médaillon que Marina avait insisté pour qu'il garde quelques jours. Elle avait dit que mamie Hélène voulait lui parler. Il l'ouvrit soigneusement, observant une fois de plus le visage jeune et radieux de sa femme, qui avait été sa source de force pendant tant d'années. « Hélène », murmura-t-il à la photographie, « notre fille a grandi et est devenue une femme extraordinaire. Notre petite fille est une petite artiste pleine de lumière, tout comme toi. Et moi, j'ai enfin appris à voir ce que tu as toujours essayé de me montrer. » Une douce brise entra par la fenêtre ouverte, faisant danser doucement les rideaux. Pendant un instant, Armando jura qu'il sentit le parfum de lavande dans l'air et une présence chaleureuse à ses côtés. Il ferma soigneusement le médaillon et le posa sur la table basse, à côté d'une photo de famille récente, lui-même, Clara et Marina souriant dans le parc, avec le docteur et Madame Irène complétant le groupe qui était devenu sa véritable famille. Marina avait peint un cadre coloré autour de la photographie et en dessous, de son écriture encore enfantine mais déterminée, elle avait écrit « Ma famille de cœur ». Armando sourit, sentant une paix profonde s'installer dans son cœur. Il lui avait fallu 60 ans pour comprendre pleinement, mais il savait enfin quel était le véritable trésor de la vie. Ce n'étaient pas les bijoux qu'il vendait dans son magasin, ni l'argent qu'il avait accumulé, ni le succès professionnel qu'il avait si désespérément poursuivi. Le véritable trésor, c'était des moments comme celui-ci, un foyer plein d'amour, une famille réunie, la certitude qu'il y avait des gens dans le monde qui se souciaient sincèrement les uns des autres. C'étaient les dessins de Marina sur le réfrigérateur, les peintures de Clara sur les murs, les rires qui résonnaient dans les couloirs, les dîners où ils parlaient de tout et de rien. C'étaient les secondes chances que la vie accorde parfois à ceux qui sont prêts à ravaler leur orgueil, à ouvrir leur cœur et à accepter que l'amour, après tout, la seule force capable de guérir n'importe quelle blessure et de réunir n'importe quelle famille. De la chambre de Marina venait le son doux d'une chanson qu'elle avait inventée et qu'elle fredonnait dans son sommeil, une mélodie sur les familles qui se perdent et se retrouvent, sur les grands-parents et les petits-enfants, sur l'amour qui ne meurt jamais vraiment. Armando ferma les yeux, souriant, sachant qu'Hélène était enfin en paix, sachant que sa famille était enfin complète, et sachant que l'avenir, pour la première fois depuis des décennies, brillait de la promesse de nombreuses joies partagées. Le médaillon sur la table capta un rayon de lune entrant par la fenêtre, faisant scintiller doucement l'or dans l'obscurité. Et dans cette lueur dorée, une personne très attentive aurait pu jurer voir le reflet d'une femme souriant, enfin satisfaite de voir que sa plus grande œuvre d'art, une famille unie par l'amour, était enfin complète et protégée pour toujours.